qui va être passionnante avec nos 3 invités, donc Aurélie, Gérard et Dora. Et donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Aurélie d'abord. Bonjour, donc moi je suis Aurélie Vandic, je suis directrice de la pédagogie et de la transformation digitale chez Lefebvre Dallos Compétences, qui est un organisme de formation qui adresse à la fois les univers du droit, du chiffre et des soft skills. Et en fait, avant d'être dans la formation professionnelle pour adultes, j'ai fait un doctorat en psychologie cognitive. Et ce que j'ai pu acquérir pendant tout mon cursus universitaire, ça, c'est pas assez fort. Ok, d'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, il faut que je... okay, oui, il faut forcer la voix. Il faut forcer la voix. Dora. Et du coup, ce que j'ai pu acquérir au travers de mon cursus universitaire et des expériences que j'ai pu acquérir pendant ma formation professionnelle, du coup, je les ai traduits dans un bouquin qui s'appelle « Réinventer vos formations avec les neurosciences ». Voilà. Dora? Bonjour, je m'appelle Dora Diaz-Rodriguez, je suis ingénieure pédagogique dans l'équipe d'Aurélie, dans l'équipe pédagogie chez Lefebvre Dallos Compétences, et j'ai toujours été animée par les neurosciences, soit par des podcasts, soit par des ouvrages, soit par des webinaires, parce que je trouve que c'est incroyable la machine que nous avons, qui est notre cerveau, et c'est important de savoir quels sont les leviers, les stratégies qui fonctionnent le mieux dans nos formations. Merci Dora pour le clin d'œil, puisque Gérard et moi, nous sommes confrères de podcast. C'est ça. À toi Gérard. Alors moi je suis Gérard Pécou, je suis le fondateur de Calimedia et effectivement j'anime un podcast qui s'appelle Never Stop Learning où j'ai eu la chance d'interviewer Aurélie dès la sortie de ton livre Aurélie. Je suis donc aujourd'hui l'ex-CIO de Calimedia puisque j'ai vendu mon entreprise à Sifadis, donc le nouveau président s'appelle Laurent Delaporte et il va y avoir une fusion entre Calimedia et Sifadis Bilink qui sera le nouveau nom et on est très fiers de faire partie de ce groupe qui va apporter encore plus de valeur à nos clients. Je vais arrêter là parce que je sais qu'après tu vas me faire des gros yeux. Bah oui, parce que le timing est compté. Allez, tu commences? Alors, c'est Aurélie qui va commencer avec une petite interrogation pour la salle. Le faire. Non. On voudrait passer à la slide suivante, en fait. La slide ne veut pas passer. On va avoir une petite activité pour vous. Ok. Non, ça passe pas quand j'appuie sur... Alors, en attendant qu'Aurélie trouve la bonne slide... Du coup, vous allez passer... Enfin, désolé, du coup, ça marche pas. Alors, en fait, on s'est dit que pour commencer, et on s'est dit finalement, on va parler de neurosciences, mais on serait intéressé de savoir, vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme neurosciences? Quelle est l'image qui reflète le mieux quelle est votre représentation des neurosciences? Donc, on vous propose, pour ceux pour lesquels l'image de gauche, en tout cas celle avec toutes les couleurs, représente le mieux les neurosciences pour eux, on veut bien que vous leviez la main. Bien haut pour qu'on voit bien. Donc derrière, on a voulu illustrer ici vraiment le côté richesse, enrichissement, richesse, à la fois du digital, à la fois du présentiel. Ok. Et pour ceux qui vont plus se retrouver dans l'image où en fait on va, un peu comme la connaissance, on va la mettre dans le cerveau et les neurosciences vont faciliter ce processus d'intégration, qui sont ceux qui se retrouvent plus dans cette illustration. Ah, il y a un petit peu moins de mains. Un petit peu moins, mais quand même... Ok, merci. Donc c'était vraiment un peu pour vous donner la parole et vous impliquer, engager dans cette conférence. Du coup, j'espère... Ah ben là, ça marche. Alors on va passer au cœur de la conférence, donc, qui sera divisée en 3 parties. Aurélie et Dora vont nous apporter des éclairages théoriques sur l'impact des neurosciences dans la formation. Elles vont, dans un second temps, nous proposer des solutions pratiques, et des pratiques pédagogiques très concrètes. Et puis, elles vont nous dire comment on peut favoriser l'engagement des apprenants grâce aux neurosciences. Alors Aurélie, une première question pour toi sur les neurosciences et l'apprentissage. Quelles sont les découvertes clés des neurosciences qui changent notre manière de concevoir la formation aujourd'hui? Et finalement, quels sont les piliers de l'apprentissage selon les neurosciences? Merci Gérard. En fait, déjà quand on parle de neurosciences, vous imaginez bien, on parle du cerveau, donc des neurones, qui sont donc à peu près au nombre de 85 milliards dans notre cerveau. Et en fait, ce sont vraiment les substrats de notre apprentissage. Donc quand je vais apprendre, je vais activer en fait des neurones. Et en fait, c'est le fait d'activer plusieurs neurones qui vont créer de nouvelles connexions.
Et du coup, c'est cet ensemble de connexions qui va faire que l'on va apprendre. Et c'est cette façon-là, le fait de créer comme ça de nouvelles connexions, qui va laisser une trace dans le cerveau et qui va faire que derrière, je vais pouvoir restituer ce que j'ai appris. Et en fait, quand on parle de piliers, traditionnellement, on pense aux 4 piliers de Stanislas Dehaene, qui est un chercheur vraiment reconnu dans le domaine des neurosciences et de l'apprentissage. Il est d'ailleurs au Conseil scientifique de l'éducation nationale et il est encore également dans des laboratoires de recherche. Et en fait, pour lui, il y a 4 piliers de l'apprentissage: l'attention, l'engagement actif, le retour d'informations immédiat et la consolidation. Donc en fait, le processus d'apprentissage nécessite de passer par ces 4 piliers, 4 étapes. Donc ça veut dire que nous, formateurs, il va falloir qu'on fasse en sorte de capter l'attention de nos apprenants, de faire en sorte qu'ils soient engagés activement, parce que je vais leur parler, je vais répondre vraiment à des besoins, je vais vraiment m'insérer dans leur quotidien. Et du coup, derrière, il va falloir aussi que je puisse être en mesure de leur apporter des retours pour leur dire, mais en fait, non, c'est pas tout à fait comme ça, et donc il faut que tu corriges le chemin neuronal que tu as commencé à créer. Et ensuite, si c'est bon, ok, on est en phase, on a bien compris, ben dans ce cas-là, on va devoir réactiver et consolider les apprentissages. Et la réactivation, une bonne façon de réactiver, c'est le fait de demander aux apprenants, mais en fait, de quoi tu te souviens? C'est pas juste relire, mais du coup, de quoi tu te souviens pour que derrière, ils refassent tout le chemin neuronal et qu'ils réactivent les neurones associés à l'apprentissage. Dora. Alors, c'est vrai que quand on parle des mécanismes d'apprentissage, on cite forcément les 4 piliers de Stanislas, mais il y a vraiment un nouveau nom qui prend de la place dans le domaine des neurosciences, et c'est celui de Céline Fouquet. Donc Céline Fouquet, elle est aussi docteure en neurosciences, et en 2023, elle a sorti un ouvrage qui s'appelle « Les neurosciences au service de la pédagogie ». Et dans cet ouvrage, elle va citer 4 autres piliers. Et ces 4 autres piliers, ils ne sont pas opposés à ceux de Stanislas, mais ils sont plutôt complémentaires. En fait, ce qu'il a fait à Stanislas, c'est qu'il a extrait ces 4 piliers de ses recherches scientifiques. Et Céline, elle s'est mise plutôt du côté de l'apprenant, en disant « Ok, quand j'apprends, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ?» Donc ces 4 piliers sont prédire, se tromper, se corriger et répéter. Alors forcément, répéter, ça fait tout de suite écho avec consolidation et on comprend très bien. Autant les 3 autres, donc prédire, tromper et se corriger, en fait, ils mettent vraiment l'erreur comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Et Céline Fouquet, elle l'explique en utilisant une citation de Stanislas Dehaene que vous pouvez lire juste là. En fait, elle explique quand on se trompe, on commet une erreur, on va envoyer un signal d'alerte d'erreur à notre cerveau et c'est ce signal qui va permettre de corriger notre modèle interne, la trace neuronale qu'on a commencé à créer. Voilà. Donc en fait, si on découpe et on prend un exemple là concret, quand je commets une erreur, ça se passe en 6 étapes. La première étape, c'est je me pose une question ou alors on me pose une question. Par exemple, Aurélie, vas-y, pose-moi une question. Dora, quels sont les 4 piliers de l'apprentissage selon Stanislas Dehaene? Ce qui se passe dans mon cerveau, c'est que je vais prédire les chances de réussite de ma future réponse. Je m'y connais en neurosciences, normalement, je vais dire que je prédis à 80% ma réponse. Je vais donner ma réponse. Aurélie, pour moi, c'est engagement. Attention, engagement, feedback et retour d'information. Et quand je donne ma réponse, vous avez vu, il y a eu un moment d'hésitation. C'était déjà mon cerveau qui me donnait un signal d'alerte en me disant « T'es sûr que t'as tout bien dit ?» Aurélie va me donner enfin la bonne réponse. Vas-y. C'est presque ça, mais c'est juste engagement, c'est engagement actif et retour d'information, feedback. C'est important qu'il y ait un côté immédiat. Mais je vais t'expliquer tout cela. Et en fait, c'est cette rétroaction, ce retour de la part d'Aurélie qui va me permettre de corriger ma trace neuronale. Et la prochaine fois qu'on me posera quels sont les 4 piliers de Stanislas, eh ben, ma prédiction, elle sera peut-être à 85%. Et ces 5% en plus, eh ben, ça veut dire qu'il y a signe d'apprentissage. Alors Dora, comment ces principes de neurosciences peuvent-ils être appliqués concrètement dans la conception des formations ? En fait, si on suit le cheminement et si on voit le rôle de l'erreur dans l'apprentissage, on comprend qu'il va falloir laisser des phases d'entraînement, de tests, de simulation pour que l'apprenant puisse se tromper, se corriger et du coup apprendre. C'est aussi important de mettre en place un environnement qui soit sécurisant, où l'erreur, ce n'est pas un échec, pas comme dans la scolarité où on a la mauvaise note en rouge, mais plutôt comme une chance, une occasion d'apprendre. Et enfin, il va falloir intégrer des temps plus longs pour les retours d'informations, parce que c'est ça qui fait la vraie différence, c'est quand on m'explique où est-ce que j'ai eu faux. Donc pour faire un bon retour d'information immédiat, Stanislas Dehaene, il nous donne 4 conditions. Donc
la première, le feedback, il doit être donné rapidement. Je dois être capable de me souvenir de ma réponse. Si je ne me rappelle plus, ben, je ne peux plus savoir où j'avais juste et j'avais faux. La deuxième condition, c'est que le feedback, il doit me dire ce que c'était bon dans ma réponse et ce que c'était faux dans ma réponse. Là, par exemple, Aurélie m'a bien dit que le pilier attention, c'était good, mais que le deuxième pilier, c'était pas bon. La troisième condition, c'est que le feedback doit me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Là, tu viens de me dire, attention, retour d'information, tu aurais dû dire immédiat. C'était ça qui te manquait. Et enfin, la dernière condition du feedback, c'est que le feedback, il doit être donné de façon bienveillante. Pas avec la note rouge, mais vraiment, ça fait partie de l'apprentissage et c'est pas une erreur, c'est pas parce que je me suis trompée, c'est pas un échec. Alors, Aurélie, concrètement, comment appliquons-nous les apprentissages des sciences cognitives dans notre pédagogie ? Alors c'est vrai que chez Lefebvre Dalloz Compétences, du coup, on a carrément intégré ça dans notre signature pédagogique parce qu'on a vraiment en séquence, on intègre dans chaque séquence pédagogique 3 temps. Un temps de partage, d'échange, un temps de ressources et un temps de training. L'idée, c'est justement de s'appuyer sur ces piliers et au travers du temps de partage, qu'il y ait un temps de prédiction qui soit finalement contraint et prévu. Donc en fait, on va questionner les apprenants, on va leur dire du coup, on va commencer à introduire le sujet, mais non pas en lui disant, bon ben voilà, on va te parler de ça et voilà. Non, on va en fait l'amener, mais qu'est-ce que tu connais de ce sujet ? On va lui proposer une vidéo qui commence à un peu déflorer le sujet. On va proposer un petit jeu pour déjà qu'en fait, il soit amené à faire des prédictions et que ça lui permette d'activer toutes les connaissances qu'il peut avoir déjà sur le sujet. Ensuite, deuxième temps, donc on va comme ça pouvoir enrichir ses connaissances antérieures pendant le temps d'apport de ressources un peu plus classiques. Et ensuite, on a le temps de training. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, en fait, je vais commencer à introduire le sujet, on active les neurones associés, ensuite je complète les activations, et ensuite je vais vraiment consolider, ancrer avec une mise en application, avec un cas concret, avec un jeu de rôle, avec encore un jeu. Enfin voilà, vraiment plusieurs façons de faire, mais aussi de façon à ce que l'apprenant commence à se dire, mais comment je vais appliquer cela dans mon quotidien ? Comment je peux le transposer ? Ok, c'est bien cet outil-là, mais du coup, concrètement, dans cette situation-là, comment je peux le mettre en application ? Donc à chaque fois, on va vraiment structurer chacune de nos séquences autour de ces 3 temps. Et une autre chose que l'on trouve intéressante, on a assisté au Learning Show, pas pour faire de l'ombre au Learning Techno, mais c'est aussi un très bel événement. Et du coup, il y avait une thématique qui était au cœur, qui était le corps. Certes, il y avait l'IA, évidemment, qui avait une très belle place, mais il y avait aussi une thématique centrale qui était sur le corps. Et finalement, un atelier auquel j'ai assisté, c'était comment incarner une thématique avec votre corps. Et c'était vraiment, j'avoue, j'étais un petit peu sceptique au début, mais en fait, on a fait des exercices en sous-groupe où on a incarné, certains ont incarné des notions plus d'électricité, d'autres des notions plus en lien avec l'affirmation de soi. Et vraiment, moi, je me rappelle des visuels de participants du coup qui jouent des choses, un interrupteur qui s'allume, enfin bref, des choses jouées par le corps, mais je m'en rappelle encore. Et vraiment, dans la salle, j'entendais des gens qui disaient « Ah, mais j'avais jamais compris la différence entre courant et intensité et tension. » Et là, en fait, au travers de ce jeu corporel que l'on a proposé aux participants, ils ont vraiment, ça a créé des prises de conscience. Donc ça a capté le visuel, le kinesthésique et ça a vraiment renforcé la trace en mémoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on a initié dans nos formations. Donc par exemple, on a demandé à nos participants comment vous incarneriez la notion d'innovation pédagogique. Donc voilà, on aurait dû filmer. Mais voilà, c'était vraiment intéressant et derrière, c'est une expérience qui crée en plus un beau climat de confiance. Ça joue bien sûr sur les émotions et donc derrière sur l'ancrage. Alors on va passer à la dernière partie parce que le temps passe très vite. L'engagement des apprenants, Aurélie, il est essentiel. Quels leviers, d'après toi, permettent de maximiser cette application ? Et je pense que tu vas nous parler du rôle des émotions dans l'apprentissage. Oui, alors déjà, l'engagement, pour nous, chez Lefebvre Dalloz Compétences, c'est vraiment une notion qui est clé, qui fait vraiment partie de notre signature pédagogique, j'en parlais tout à l'heure, parce que pour nous, c'est vraiment important de se questionner sur comment je vais engager au maximum mes apprenants et du coup sensibiliser tous nos intervenants à cela.
Et donc, un des éléments clés, c'est, je commençais un peu à en parler tout à l'heure, comment je vais questionner mes apprenants sur leurs besoins, comment je vais adapter ensuite les exemples que je vais donner, les apports que je vais donner, les illustrations, les cas pratiques. Du coup, je vais dire, voilà, vous aviez évoqué ça tout à l'heure, et donc, du coup, comment on pourrait le mettre en place dans cette situation-là. Donc, à chaque fois, je vais être vraiment tournée apprenant et essayer de répondre au mieux à leurs besoins, donc pour toujours favoriser cet engagement. Et ensuite, donc, pour tout ce qui va être émotion, là, les jeux, je l'ai cité plusieurs fois, les jeux, parce que vraiment, c'est aussi quelque chose que l'on développe et que l'on a envie de continuer à développer chez nous. Du coup, vraiment de proposer des jeux au travers d'activités ludiques, du coup, de renforcer les apports. Donc, ça peut être des jeux, on a utilisé des jeux notamment pour la réactivation, en s'appuyant sur la mécanique du Codenames, donc de jeux existants. Également, on a aussi créé tout un jeu qui va faire vraiment le fil rouge tout au long d'une formation de 1 jour sur le droit social pour managers. Donc voilà, à chaque fois, on essaie de trouver des jeux qui vont être évidemment au service du contenu, au service de l'apprentissage et qui va faire vivre des émotions. Et donc, on peut soit s'appuyer sur des jeux existants, soit aussi sur des cartes, peut-être que vous connaissez, les Mechanic Cards, Gamify Cards ou les cartes de Flobo aussi, Navis, qui peuvent justement être des cartes qui nous font réfléchir à la scénarisation, aux mécaniques, et derrière qui stimulent notre créativité pour créer des jeux et du coup créer de l'émotion et de l'ancrage. Dora, je crois que tu as une petite anecdote à nous raconter. Alors, moi, je vais commencer par une petite anecdote. Donc, en août, moi, je me suis inscrite à des cours de STEP. J'étais vraiment convaincue que c'était le sport fait pour moi. Et là, patatras, en novembre, j'arrête tout, j'en ai marre, je veux plus entendre parler de STEP. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je faisais toujours les mêmes pas, toujours les mêmes choses. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, les pas, je les maîtrisais. Et en fait, dans mon cerveau, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon circuit de la récompense, il s'est éteint. Parce qu'il n'y avait plus de nouveautés, donc il n'y avait plus rien à savoir, il n'y avait plus rien à découvrir. Qu'est-ce que c'est le circuit de récompense ? Le circuit de la récompense, il est vraiment situé dans la zone la plus primitive du cerveau. Et il est indispensable à notre survie parce que c'est lui qui va récompenser l'exécution de nos fonctions vitales. J'ai soif, je prends un verre d'eau, forcément je suis satisfait de mon verre d'eau. Donc ce circuit de la récompense, il va utiliser la motivation pour recevoir ce verre d'eau, donc recevoir ce quelque chose, le plaisir quand je vais enfin le recevoir ce verre d'eau, et aussi l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir envie de renouveler cette expérience quand j'aurai soif d'aller chercher un verre d'eau. Donc le circuit de la récompense, on peut dire qu'il suit un cycle de désir, action, satisfaction. Quand mon cerveau est en face à un désir, il me pousse à l'action et puis j'éprouve une satisfaction qui va me donner envie de renouveler l'expérience. Quand j'étais au STEP, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'avais plus de défis, plus de nouveaux pas à découvrir, j'avais plus rien à gagner. J'avais plus de satisfaction à trouver quelque chose parce que j'étais déjà bonne dans mes pas. Donc en fait, la clé de l'engagement pour nous, ça va être de réussir à maintenir le circuit de la récompense actif pour tous les apprenants tout au long de la formation. Et pour ça, Stéline Fouquet, elle nous donne 3 leviers pour maintenir cet engagement. Le premier, c'est que l'apprenant, il a besoin de se sentir intéressé. Et pour cela, on va utiliser les émotions, la surprise, la curiosité, l'inattendu, mais ça, on en a déjà un peu parlé. Et il a aussi besoin de donner du sens à cette formation. Il a besoin de se projeter. Et donc, en donnant du sens, on peut, par exemple, citer les objectifs pédagogiques dès le début ou expliquer la pertinence de telle et telle activité pédagogique dans le parcours. Le deuxième levier, c'est que l'apprenant, il a besoin de se sentir capable de réussir. En fait, quand on engage une activité, quand on fait une activité, on mesure si on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on va être capable d'y aller, de le faire et de réussir ? En fait, l'apprenant, c'est pareil. Et pour ça, on peut, nous concepteurs, il va falloir faire attention à calibrer nos activités. Elles peuvent être ni trop faciles, ni trop difficiles. Ce qu'on va chercher, c'est la difficulté désirable. On va chercher à rester proche de sa zone proximale de développement. On va aussi créer un environnement où il se sent motivé, où il a confiance et se dit « Ok, je peux y aller, je vais réussir ». Donc ça peut être soit avec des récompenses, soit avec des feedbacks positifs, avec une ambiance bienveillante. Et le dernier levier, c'est vouloir persévérer. Il faut que l'apprenant il aille jusqu'au bout de la formation. Et c'est ça souvent le plus difficile. Et donc, toujours, la meilleure stratégie, c'est vraiment de varier les activités pour éviter l'ennui et pour éviter la redondance et pour que notre cerveau il ait toujours quelque chose à aller chercher et qu'il y ait toujours du désir, action, satisfaction.
Donc en fait, il faut se dire que notre cerveau, il adore apprendre, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est à nous, dans la formation, de réussir à créer un terrain de jeu qui est super stimulant et pour que l'apprenant, chaque découverte de l'apprenant soit vraiment une mini-victoire et que ça active à chaque fois son circuit de la récompense. Alors on va faire une mini-conclusion, puisque Anne-Marie me fait signe qu'on est un peu à la bourre si on veut prendre des questions. Alors on va pouvoir prendre que malheureusement que quelques questions. Une question, une seule. Alors ouais. ce que je voudrais dire, c'est que Aurélie et Dora seront sur le stand Calimedia, où il y aura une séance de dédicace et vous pourrez leur continuer à poursuivre cette conférence et leur poser des questions. On mettra voilà, c'est sur le stand Calimedia, le stand N54. Donc Aurélie dédicacera son livre qui s'appelle « Réinventer vos formations » avec les neurosciences. Et on va peut-être passer à la question. Une seule question, puisqu'on déborde et il y a une autre conférence derrière. Donc qui a une question? Il faudra y répondre rapidement aussi. Oui. Qui a éventuellement une question? Ah, tout au fond là-bas, il y a une question. Il y a le micro. Il y a le micro. Bonjour, merci. Est-ce que le visuel, il influence l'apprentissage par rapport aux neurosciences ou pas? Oui, tout à fait. En fait, le visuel est vraiment le sens... Il faut le micro, je crois, pour qu'on puisse... sinon, il ne peut pas enregistrer. Si, c'est bon, la jeune fille, elle a dit que c'était bon. Pardon. Oui, tout à fait. Le visuel, ça va être vraiment le sens qui va activer le plus de régions dans le cerveau. Donc, en fait, ça va vraiment avoir un rôle clé sur l'attention et derrière sur la consolidation. Mais finalement, si on veut encore plus maximiser l'apprentissage, ça va être finalement de stimuler encore plus de sens. Donc, c'est pour ça qu'avec le corps, on stimule le visuel, mais on stimule aussi le kinesthésique. Donc, c'est vrai que plus on va stimuler de sens, et meilleure sera la trace en mémoire. Eh bien, merci. Et aussi l'audio aussi, oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup donc, à tous les trois pour cette conférence.